je m'appelle Jérôme Gaillet, je suis le fondateur et président de BDC, société de conseil en stratégie et business développement que j'ai fondée en 2009. On accompagne des entreprises dans leur stratégie digitale et leur développement à l'international. Nous sommes basés à Lille, Paris, Londres et New York. BDC se déploie autour de 3 cœurs de métier. Le premier, c'est l'accompagnement de retailers dans leur stratégie de développement à l'international et d'accélération digitale. Le deuxième cœur de métier, c'est l'accompagnement sur des logiques d'innovation et de transformation de business model. Et pour ça, nous utilisons beaucoup la Learning Expedition comme un levier d'accélération et de transformation. Et puis le troisième cœur de métier est focalisé sur les startups que l'on accompagne dans leur stratégie et leur business développement, principalement à l'international. Côté retailer et marque, nous avons accompagné de grandes marques comme Boulanger, Leroy Merlin, Hermès, Petit Bateau, à la fois en France et à l'international, et ce sur une 50aine de pays et 4 continents. Alors nos clients nous ont consultés sur des sujets très variés qui vont de l'intelligence artificielle à l'amélioration de l'expérience client en passant par l'ouverture de nouveaux pays ou également la transformation de leur business model. Côté startup, nous avons soutenu un grand nombre de startups, Vecchia, IT Incel, Content Square pour ne citer qu'elles. Nous les avons accompagnés sur des sujets à la fois très stratégiques mais également go-to-market dans différents pays à l'international et principalement la Chine, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Chez BDC, nous sommes des artisans du conseil, nous travaillons en ultra proximité avec nos clients. Nos consultants sont très agiles, très experts sur les problématiques clés de la retail tech et nous avons aussi un sens très fort de l'éthique qui nous permet d'avoir la confiance de tous nos clients. Je suis là pour représenter Easy2Go, qui est la solution de livraison dans la journée ou sur rendez-vous pour toutes les enseignes du retail physique et e-commerce. Ombini, c'est la plateforme de gestion des solutions technologiques retail et on permet de mapper toutes les solutions technologiques utilisées par les retailers et de structurer leur gestion depuis notre plateforme. Win, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de commerce omnicanal qui permet aux enseignes, aux marques, aux réseaux de franchise de digitaliser leurs points de vente et leurs expériences clients omnicanal, online, offline. Avec Arcane, on développe une technologie très avancée d'optimisation des données et des campagnes médias, notamment sur Google, Bing et Facebook. Alors Edview, c'est l'outil de veille concurrentielle par excellence des enseignes de prêt-à-porter qui permet d'automatiser les rapports de collection sur base de l'intelligence artificielle. Alors, grâce à Stockly, on résout le problème de la rupture de stock sur le e-commerce et on permet à n'importe quel utilisateur de trouver très rapidement les produits qu'ils aiment en ligne. Les retailers qui ont des millions de produits ne peuvent pas manuellement créer autant de publicité personnalisée sur les réseaux sociaux et grâce à Smartly, automatiquement, ils vont pouvoir personnaliser et localiser toutes ces publicités en quasi temps réel. Asker, c'est permettre aux collaborateurs de discuter avec leur base de données pour obtenir immédiatement l'information dont ils ont besoin. Ils vont gagner un temps considérable par jour et c'est ça le génie d'Asker. Le consommateur a acquis plus de contrôle dans son processus d'achat. Exigeant dans son expérience shopping, il se déplace sur différentes plateformes. Numériques, réseaux sociaux, points de vente physiques. Les enseignes doivent continuellement se réinventer pour proposer une expérience shopping plus attirante et plus personnalisée tout au long du parcours phygital. Microsoft vous accompagne pour relever ces enjeux majeurs en mettant à votre disposition des solutions innovantes enrichies par l'intelligence artificielle. Nous pouvons vous aider à placer l'innovation au cœur de vos services afin d'optimiser vos canaux de vente. Un assortiment produit optimisé grâce au merchandising connecté. Des collaborateurs plus autonomes pouvant distinguer les zones de vente dites chaudes ou froides et détecter les anomalies de positionnement produit grâce à la réalité mixte. Des flux d'approvisionnement anticipés à l'aide de l'analyse prédictive.
la recommandation d'offres pertinentes déterminées par le croisement des tendances du marché, des données de navigation et des données magasins. La détection des émotions et des sentiments de vos clients grâce à des solutions de reconnaissance visuelle et vocale. Une expérience client enrichie de conseils et de recommandations proposés par des agents intelligents. À chaque étape du parcours client, l'intelligence artificielle Microsoft vous permet d'offrir un niveau optimal de personnalisation afin de garantir la satisfaction et la fidélité des consommateurs. Autant d'exemples que nous souhaitons mettre à l'actif de l'excellence opérationnelle de vos canaux de distribution et de vos collaborateurs. Votre organisation doit anticiper les prochains défis d'une consommation toujours plus dématérialisée et exigeante. Pour répondre aux enjeux majeurs du développement des modèles multiformats et omnicanal, enrichir l'expérience client en développant de nouveaux services, repenser les points de vente de demain, équiper vos collaborateurs de solutions intelligentes. Avec Microsoft, vous disposez d'une plateforme ouverte, de confiance et conçue pour une mise en œuvre rapide. En tant que partenaire technologique, Microsoft accompagne votre stratégie de développement et vous permet de bâtir les fondations des futurs modèles de consommation. Customer insights are incredibly important at KPMG because they impact every one of our sectors. We've done CEO surveys the last 2 years, and we found that CEOs believe the next 2 to 3 years will be more transformational than the last 50. When we started the Customer Insights program at KPMG, we wanted to do something different. Everybody had a stat about millennials and how they were different. We knew that customers were changing, but the way we wanted to approach it was different. We wanted to understand a little bit more behind the whys behind behavior. We wanted to go a little deeper. The 5 Whys are about understanding the underlying and complex drivers of human behavior and decision making. There's a bit of a mental calculus that we do whenever we make a purchasing decision. It's important to understand my motivation, my attention, my connection, my watch, and my wallet. Really the trade-offs that you're making between time and money. The 5 Whys framework is incredibly important for the Customer Insights program because it really helps a client develop a multidimensional view of the customer. It really puts the customer at the center and becomes the focal point of really better understanding. If you look after your employees will look after your customers. The customer is changing at such a rapid pace. We're in a time of unprecedented disruption. They're not going to come to you anymore. They're more powerful, they expect more, and they have choice. Connected, empowered. They actually do read the online reviews. They want more value for the money. Challenging, sophisticated, and that means they've never been more powerful. It helps our clients understand their customers much, much better, and it makes them change the way they act. Shake.
je m'appelle Jérôme Gaillet, je suis le fondateur et président de BDC, société de conseil en stratégie et business développement que j'ai fondée en 2009. On accompagne des entreprises dans leur stratégie digitale et leur développement à l'international. Nous sommes basés à Lille, Paris, Londres et New York. BDC se déploie autour de 3 cœurs de métier. Le premier, c'est l'accompagnement de retailers dans leur stratégie de développement à l'international et d'accélération digitale. Le deuxième cœur de métier, c'est l'accompagnement sur des logiques d'innovation et de transformation de business model. Et pour ça, nous utilisons beaucoup la Learning Expedition comme un levier d'accélération et de transformation. Et puis le troisième cœur de métier est focalisé sur les startups que l'on accompagne dans leur stratégie et leur business développement, principalement à l'international. Côté retailer et marque, nous avons accompagné de grandes marques comme Boulanger, Leroy Merlin, Hermès, Petit Bateau, à la fois en France et à l'international, et ce sur une 50aine de pays et 4 continents. Alors nos clients nous ont consultés sur des sujets très variés qui vont de l'intelligence artificielle à l'amélioration de l'expérience client en passant par l'ouverture de nouveaux pays ou également la transformation de leur business model. Côté start-up, nous avons soutenu un grand nombre de start-up, Vecchia, IT Incel, Content Square pour ne citer qu'elles. Nous les avons accompagnés sur des sujets à la fois très stratégiques mais également go-to-market dans différents pays à l'international et principalement la Chine, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Chez BDC, nous sommes des artisans du conseil, nous travaillons en ultra proximité avec nos clients. Nos consultants sont très agiles, très experts sur les problématiques clés de la retail tech et nous avons aussi un sens très fort de l'éthique qui nous permet d'avoir la confiance de tous nos clients. Bonjour à tous, merci d'être nombreux présents aujourd'hui. Je laisse les derniers arrivés s'installer rapidement. Et j'ai le plaisir d'ouvrir avec Michel Koch, qui est le nouveau directeur général de l'Institut du commerce connecté, d'ouvrir du coup cette deuxième journée, deuxième opus du Connected Day. Merci pour votre présence à vous tous. Alors, ce qu'on vous propose pendant les débats, c'est de poser des questions qui seront posées à la fin des échanges entre les intervenants. Il y a une application, vous le voyez en fait, elle n'est pas visible. Elle va être visible à l'écran bientôt. Mais une application qui s'appelle Slido, slido.com, et qui va vous permettre de poser des questions tout au long du débat et qui seront ensuite présentées sur l'écran à nos intervenants. Et avant d'accueillir les premiers conférenciers, je souhaite remercier vraiment infiniment l'EDEC qui nous accueille aujourd'hui et son directeur général Emmanuel Mété qui nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui et qui nous accueille dans ce superbe campus de Lille. Alors, on a aussi la chance d'avoir des superbes partenaires, KPMG et Onet, qui sont des partenaires historiques, mais également Salesforce, Facebook, Microsoft, Yext, je regarde mon papier parce que je vais en oublier, Boulanger, Proximus et CGI, entre autres, qui nous font l'honneur de leur présence et puis également de leur participation et qui ont vraiment contribué à faire en sorte que cette deuxième édition du Connected Day soit un véritable succès. Alors, un petit point sur l'application pour poser des questions qui s'affiche à l'écran, que vous voyez. Il faut taper slido.com, slido.com, et ensuite vous saisissez le code qui est un hashtag CDAY, C-D-A-Y, et vous arrivez dans l'application qui est une web app pour poser vos questions. Vous pouvez voir les questions des autres et faire un petit plus sur celles qui vous intéressent, ça vous évite de les retaper. Et les plus populaires, évidemment, remonteront dans la liste qui seront présentées aux intervenants. Donc on va maintenant démarrer. On devait avoir la présence de Régis Schulz, donc président de Monoprix, qui a dû partir précipitamment à l'étranger. Donc il s'en excuse. Et du coup, il nous a proposé une petite vidéo d'introduction pour s'adresser à l'ensemble d'entre vous. Et donc je propose
Alors bien sûr, il est dignement remplacé par sa directrice marketing et innovation, à savoir Florence Chafiotte, que vous connaissez aussi sûrement, et donc qui fera du coup un beau duo féminin, donc exceptionnel, féminin avec Nathalie Balin, qui est la coprésidente de La Redoute. Alors un petit magnéto pour un mot personnalisé de Régis Schulz. Merci d'envoyer cela. Bonjour à toutes et à tous, toutes mes excuses pour ne pas être avec vous ce matin. J'ai dû partir à l'étranger en dernière minute. Et une grosse bise à Nathalie Balin avec qui j'aurais eu beaucoup de plaisir à intervenir ce matin. Imaginez que du coup on a quand même préempté sa présence pour l'année prochaine. En tout cas, j'ai l'honneur d'accueillir sur scène Nathalie Balin et Florent Chafiotte, accompagnés de Cédric Ducrot, qui est président donc, de Diamart et également actionnaire de l'Institut du commerce connecté à mes côtés. Voilà. Vous pouvez les applaudir. Alors, l'usage veut qu'on présente nos intervenants, même si ils sont très connus et médiatiques. C'est toujours chose un peu compliquée. Alors moi, je vais commencer avec Nathalie. Alors Nathalie, on t'a vu à la télévision, à la radio, dans tous les médias possibles et imaginaux, des médias sérieux, on s'entend. Donc, quand tu es arrivé à La Redoute, ta feuille de route était claire. C'était transformer cette maison historique qui, si elle faisait encore elle faisait déjà 50% de son chiffre d'affaires sur Internet, n'avait pas encore transformé un certain nombre d'éléments, notamment le fait qu'elle vivait encore sur 2 catalogues par an, 2 gros catalogues, qui pesaient encore très lourd dans les coûts marketing et également dans toute l'animation commerciale. Et donc tu en as fait un très beau pure player avec une participation récente des Galeries Lafayette, du groupe Galeries Lafayette, qui est entré au capital de La Redoute, et on aura bien évidemment l'occasion d'en parler derrière. Alors, c'est pour nous un honneur d'avoir aussi une femme PDGR très internationale, puisque, vous ne le savez peut-être pas, mais Nathalie est complètement bilingue franco-allemande. Tu as d'ailleurs fait une grande partie de ta carrière en Allemagne. Et donc, ça doit être aussi un atout formidable pour La Redoute, qui souhaite aujourd'hui se redéployer à l'international. Donc voilà, on pourrait en dire beaucoup plus, si ce n'est que je pense que ce n'est pas forcément connu aussi. Tu as aussi décroché un doctorat à l'Université de Saint-Gall, donc pas seulement businesswoman, mais également aller chercher un doctorat sur la prestigieuse Université de Saint-Gall, en Suisse, où tu as d'ailleurs exercé un certain nombre de responsabilités il y a quelques années. Cédric, je te laisse présenter Florence. Et Florence, vous allez voir que Régis, vous l'entendez trop souvent, donc Florence, vous gagnez au change en fait, vous allez voir, qui donc est directrice marketing digital et innovation de Monoprix. Après, donc personne n'est parfaite, à commencer dans la pub. Avant de passer au marketing dans plusieurs enseignes, et en particulier un petit peu chez Affelou, puis ensuite surtout chez La Paire et Grand Vision, en étant à chaque fois membre du comité exécutif. Les gens qui travaillent avec toi parlent de toi en parlant du fait que tu te caractérises par ton énergie et ton envie d'innover. Tu n'es pas au mauvais endroit pour ça, puisque Monoprix, et en particulier Monoprix sous Régis, en matière d'énergie et d'innovation, je pense que ça fait le job, ça peut aller. Donc il y aura beaucoup de choses à raconter, que ce soit le deal avec Ocado, le rachat de Sarenza, le deal avec Amazon, etc. Pas mal de sujets sur lesquels tu as contribué évidemment. Et puisqu'on est dans les métaphores faciles, dans le genre toujours plus haut et à base d'énergie, Jérôme m'a appris, puisque moi je ne le savais pas, que tu es une ancienne championne d'athlétisme, de saut en hauteur et de saut de haie. Et donc effectivement dans l'esprit de bondir de toujours plus haut, c'est pas mal aussi comme passé. Et donc ça nous amène vers une transition facile pour rentrer dans le débat. On a deux vieilles dames
je parle pas de vous. La Redoute et Monoprix, qui ne sont pas exactement des perdreaux de l'année en matière de distributeurs, qui sont des vieilles entreprises avec des vieux modèles et qui sont parmi ceux qui semblent démontrer une capacité de rebond et de transformation en profondeur du modèle intéressant. Il y a beaucoup de distributeurs, de vieux distributeurs français, si j'ose dire, dont on aimerait qu'ils soient aussi avancés dans leur rebond et leur transformation. Et dans les deux cas, vous avez beaucoup utilisé des alliances. Alors l'alliance avec Galeries Lafayette dans le cas de la Redoute et Monoprix a multiplié les alliances sur les sujets de la transition digitale ces dernières années. J'évoquais Ocado, Sarenza, Amazon, etc. Est-ce que ça veut dire que quand on est un distributeur de l'ancien monde qui essaie de s'adapter au nouveau monde, pour être capable de le faire en trouvant toute la puissance, toute la vitalité, toute la solidité, on a du mal à le faire tout seul et qu'on a besoin de le faire au travers d'alliances ? D'abord, bonjour à tout le monde. Je vous rappellerai que la transformation de la Redoute s'est faite en dehors d'un groupe et qu'on a eu besoin de sortir du groupe Kering pour pouvoir en fait entamer cette transformation et faire une transformation aussi radicale qu'on l'a lancée. Donc en 2014, avec Eric Courteil, on a repris avec le comité de direction et l'ensemble des collaborateurs la Redoute. Et je pense que la transformation qu'on a faite, on n'aurait pas pu la faire au sein d'un groupe. Parce qu'il y avait besoin de faire un plan social, il y avait besoin de se séparer de la moitié des effectifs en France, et que les grands groupes, en règle générale, en fait, ont des sujets d'image à gérer et ne peuvent pas se permettre en fait, d'avoir des plans aussi radicaux qu'on l'a fait. Et le plan de la Redoute pour le redressement était extrêmement radical. Il avait besoin d'être radical pour sauver l'entreprise. Maintenant, pour envisager l'étape d'après, le développement et en fait faire face aussi à l'émergence en fait et la convergence du physique et du digital, il s'est avéré que c'était approprié pour nous de nous rapprocher en fait du groupe Galeries Lafayette qui apporte le meilleur en fait du retail physique. Nous on apportait le meilleur en fait du retail digital pour en fait s'associer et inventer ensemble le commerce omnicanal de demain. Et par exemple, parce qu'on est tous très curieux de voir comment vous allez faire converger les modèles, un ou deux exemples de traduction concrète de cette convergence des modèles opérationnels, pas au niveau capitalistique, mais au niveau opérationnel, expérience client. Au niveau opérationnel, en fait, en gros, vous avez des points de vente AMPM et Redoute intérieures qui sont en train de se développer et ça va s'accélérer l'année prochaine. Au global, on aura 40 points de vente AMPM Redoute intérieure au travers de toute la France, dont une grosse moitié en fait au sein des Galeries Lafayette. Et là, pour ceux qui ont eu l'occasion, mais je pense que ça ne sera pas le plus grand nombre d'entre vous, il y a 8 Galeries Lafayette en fait en France qui présentent en fait Redoute Collection, donc la collection prêt-à-porter de la Redoute. C'est un test. Et à partir de l'automne-hiver 2019, on aura 40 points de vente avec également du prêt-à-porter présent au sein des Galeries Lafayette. Donc ça, c'est un exemple. Et c'est la Redoute qui va opérer le e-commerce de Lafayette ? Non, c'est pas prévu. On peut toujours essayer. Hein. Et Florence, alors, donc, les alliances. Beaucoup d'alliances, beaucoup de sujets sur la table de ce côté-là chez Monoprix. Vous introduisiez votre propos en opposant les entreprises de l'ancien monde et les entreprises du nouveau monde. Moi, je ne sais pas si aujourd'hui je les opposerais dans la capacité ou pas à faire des alliances. Nous, ce qui est certain, c'est qu'on a la conviction chez Monoprix que le monde est devenu très ouvert dans sa capacité à se marier ou à faire des partenariats avec d'autres pour aller plus vite, pour aller chercher en fait des expertises qui ne sont pas forcément en interne, qui nous permettent d'aller plus vite et qui nous permettent de s'adapter aujourd'hui à des modèles commerciaux qui sont très protéiformes, à des modèles d'attente client qui sont très différents et qui aujourd'hui nous rend très libres dans la manière de se paxer en tout cas avec certains pour aller plus vite. La vision traditionnelle de l'entreprise de retail qu'on avait en France, c'était plutôt monoformat, monométier, et on avait une enseigne, une promesse, un format, un modèle opérationnel. On voit bien qu'effectivement, de plus en plus, il y a c'est la traduction de l'équivalent de la plateformisation générale de l'économie et des modèles appliqués aux entreprises de distribution. Et donc c'est quoi Monoprix ? C'est d'abord une marque et la marque devient protéiforme et peut faire plein de choses à la fois. C'est intéressant, je pense, de rentrer par ce levier-là. C'est-à-dire que Monoprix, je pense, c'est avant tout effectivement une marque, et c'est même d'ailleurs une love brand. C'est une marque qui est aujourd'hui extrêmement forte dans l'amour que tout simplement lui portent les clients.
Et finalement, aujourd'hui, elle répond à une promesse, comme vous disiez, et cette promesse, elle anime tant les clients que nous, finalement, l'interne, dans la capacité qu'on a à choisir les projets qu'on veut relever. Et cette promesse, c'est comment est-ce que tous les jours, quand je pousse la porte, je m'attelle à soit réduire les irritants de mes clients, donc le fameux easy, soit faire en sorte que l'expérience client, quelle qu'elle soit meilleure que la veille, donc le enjoy. Et finalement, ce easy et enjoy, c'est ce qui fait, c'est le prisme à travers lequel on passe tous les projets qu'on est en train de développer en se disant comment est-ce que je relève soit l'expérience client pour qu'elle soit meilleure, soit l'expérience client pour lui enlever ses irritants. Et c'est comme ça aujourd'hui que le choix des projets se fait. Et il se fait après de manière complètement multicanale, c'est-à-dire qu'on opère des sujets aussi bien sur le physique que sur le digital, que dans la capacité à réunir l'ensemble, et que d'ailleurs dans les parcours clients tels qu'on les redessine, parce qu'en fait on se rend bien compte qu'ils ne sont plus que physiques ou que digital, mais que la plus souvent d'ailleurs les deux sont liés. Donc la question qui brûle, je pense que plein de gens ont envie de la poser, c'est le buzz dans le petit monde du commerce connecté, etc., dit que Amazon, ça marche vachement bien et que vous êtes content des ventes de produits Monoprix que vous réalisez sur Amazon. Le buzz du petit monde a raison. On est très content, mais au-delà des chiffres, on est surtout très content, c'est que on a fait cette alliance avec Amazon parce que nos clients nous réclamaient cette jambe, nous réclamaient cette excellence opérationnelle qu'on a aujourd'hui à servir les clients dans un délai extrêmement court sur Amazon Prime Now. Et aujourd'hui, on le voit dans la mesure tout simplement de la satisfaction de nos clients à travers le NPS, où nos clients aujourd'hui sont extrêmement contents de ce pan de l'activité qu'on a développé. Et en général, quand les clients sont contents, effectivement, les chiffres sont plutôt ouverts. Et est-ce que demain, dans à peu près un an, quand vous allez sortir Ocado, est-ce que vous aurez encore besoin d'Amazon? Puisque clairement, Ocado, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout un dispositif e-commerce et logistique qui permet de faire de la livraison ultra rapide. Hein. Donc c'est un acteur anglais qui est le seul d'ailleurs acteur au monde qui soit rentable sur la livraison de courses alimentaires et ultra performant et qui met à disposition sa technologie pour quelques retailers choisis dans le monde. Mais est-ce que du coup demain vous aurez encore besoin d'Amazon ? Je pense qu'on aura tout autant besoin d'Amazon parce qu'en fait, ça va nous permettre de répondre à deux besoins clients et deux types d'usages qui sont assez différents. On est en train de devenir avec Amazon le champion de la livraison sur Paris essentiellement avec Amazon Prime Now sur des petits paniers. Donc j'ai des petites courses de dépannage ou en tout cas des paniers petits ou moyens à opérer et clairement je le fais avec Amazon. Et avec Ocado, on va très clairement, je pense, devenir le leader de la distribution alimentaire sur mes gros paniers. Et donc là, on opère en fait deux types de besoins clients qui ne sont pas les mêmes. Donc je pense qu'au contraire, c'est très complémentaire. Amazon est en plus en concurrence avec le drive piéton sur des petits paniers avec des délais très très courts et Ocado sur du J+1. Exactement, ouais, tout à fait. Et la livraison hyper rapide pour la Redoute, c'est un enjeu ici. Oui, c'est un enjeu parce que finalement, en fait, l'e-commerce, ça représente que 10% en fait du retail global. Donc en fait, la concurrence, c'est le retail global. Et la Redoute veut proposer une expérience d'achat à ses clients qui est équivalente à celle de je vais en magasin et en fait, je repars tout de suite avec mon produit. Donc on a investi dans un centre logistique ici à quelques kilomètres à Waterloo, ultra automatisé en temps réel, c'est-à-dire le client passe commande, le colis est prêt 2 heures après pour pouvoir livrer en fait le jour même ici en région et jusqu'en région parisienne et puis le lendemain en fait sur l'ensemble de la France. Une des choses qui fait rêver beaucoup de distributeurs, c'est le ship from store, en se disant après tout j'ai mes réseaux de magasins, avec mon maillage de magasins je vais m'en servir comme entrepôt avec de la préparation en magasin et de la livraison où on est plutôt en H+2 qu'en J+1 là pour le coup. C'est quelque chose que quand on est plutôt pure player ou qu'on n'a pas de maillage, c'est quelque chose que vous percevez comme une menace, comme un risque pour vous ? Alors oui, je pense que en tout cas, je serais retailer, j'aurais des surfaces en perte de vue et de la marchandise en perte de vue. J'essaierais d'optimiser en fait ce stock et cet inventaire et ce cash en fait qui dort.
Nous, on n'a pas ce sujet-là, puisqu'en fait, en gros, on ouvre des magasins connectés, mais on adapte tout de suite, puisqu'on réinvente finalement le commerce physique de demain. Donc on est sur des surfaces toutes petites, entre 200 et 400 mètres carrés, où en fait, finalement, on montre des produits, même pas 5 à 10% de l'offre globale qu'on a. Et nos vendeurs sont équipés de tablettes afin de pouvoir en fait proposer, exposer l'ensemble du catalogue aux clients et apporter le conseil en fait personnalisé à nos clients. L'idée étant d'avoir un maillage important de points de vente de relais digitaux comme ça ? Oui, alors le maillage est important, c'est-à-dire se rapprocher du client, être au plus proche du client. La surface l'est beaucoup moins, et donc nous, comme on commence finalement et qu'on invente ce commerce de demain, on peut dès le départ partir avec des surfaces adaptées, et on n'a pas en fait un parc de magasins immense à gérer et la réduction de ce parc de magasins à gérer. Parce qu'il y a de très nombreux tests. Plein de retailers, y compris dans la salle, ont des tests de magasins hyper compacts, hyper urbains, avec peu de stock, peu de surface, etc. Et en espérant faire de l'extension d'offres au travers du digital. Il y a eu beaucoup de tests. Il n'y a pas beaucoup de modèles qui marchent et qui sont déployés aujourd'hui. Vous, les premières expérimentations sont satisfaisantes sur le plan du business que ça développe ? Les premières expérimentations côté Redoute sont extrêmement satisfaisantes, tant en termes de potentiel de chiffre d'affaires que de potentiel de rentabilité. Donc pour nous, c'est un modèle gagnant et c'est une des raisons pour lesquelles on s'est rapproché du groupe Galeries Lafayette. Alors une question de curiosité personnelle. À 50 mètres de mon bureau, ou allez, 100 mètres, il y a l'AMPM du quartier des Halles. C'est quoi ? C'est un flagship ? Étienne Marcel, c'est ça ? Ouais. AMPM, oui. Donc là, c'est pas un petit magasin, c'est une belle surface sur 3 étages. 400 mètres carrés. Voilà. Voilà. Ça paraît grand parce que c'est beau. Mais c'est 400 mètres carrés. Je vous confirme, le magasin est superbe. D'accord, donc ça c'est pas une culture flagship, c'est pas d'abord de l'image et de la com, c'est pour faire du chiffre d'affaires et pour être rentable. C'est les deux. Je dirais, on l'a dit de Monoprix, je pense que Monoprix et Redoute, c'est des marques iconiques. C'est des marques en fait qui sont proches de leurs clients et c'est des love brands. Donc bien sûr qu'il y a un enjeu en fait de entretenir cette image de marque, de la moderniser, de mettre la marque aussi dans la rue. De sublimer finalement le quotidien en fait des gens en mettant cette marque dans la rue, mais c'est avant tout, je dirais, un instrument pour se rapprocher de nos clients et pour recruter de nouveaux clients. C'est-à-dire que les gens qui ont une image encore un peu poussiéreuse de la Redoute, il y en a encore bon nombre, finalement quand ils voient les flagships, ils sont très étonnés de la qualité et de l'aspirationnel en fait que cette marque dégage aujourd'hui, et je pense que ça nous permet de reconquérir bon nombre de clients qui se sont détournés de la Redoute quand la Redoute n'avait pas fait encore sa mutation. Alors moi j'ai une question maintenant pour Florence, c'est par rapport à Saranza. On n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que Saranza c'est un pure player dans le fashion, donc on a été aussi assez surpris quand Monoprix a décidé d'acquérir en fait ce pure player français. Et donc du coup, voilà, comment vous arrivez à tirer parti de cette acquisition ? Je dirais qu'il y a deux raisons à ça. La première, pourquoi est-ce qu'on a été heureux d'accueillir Saranza, c'est que tout simplement sur la partie non alimentaire online, on n'avait tout simplement pas la taille critique, on était trop petit et on avait besoin d'un levier d'accélération rapide. Et le fait de se marier avec Saranza nous a permis d'aller beaucoup plus vite avec des gens qui avaient déjà cette expérience et qui nous ont apporté tout leur savoir-faire et qui sont en train de nous apporter tout leur savoir-faire sur cette partie-là. La deuxième raison, quand on remet Saranza dans la galaxie Monoprix, il y a une finalité qui est assez intéressante, c'est que si vous faites le pendant aujourd'hui, donc Monoprix, c'est de l'alimentaire et du non-alimentaire. Si vous prenez la dimension alimentaire de Monoprix, elle est bien ancrée sur ses deux jambes. On a le meilleur des marques nationales, donc le meilleur des grandes marques nationales et le meilleur des marques propres, avec la Bayadère, Monoprix Gourmet, etc. Sur la partie non alimentaire, on a toujours été très fort sur la partie marque propre, donc en fait sur toute la partie design pur de nos propres collections chez Monoprix. En revanche, se marier avec Saranza nous apporte un savoir-faire et une porte d'entrée extrêmement forte sur les belles marques et les grandes marques. Donc finalement, on se dote de cette deuxième jambe sur le non-alimentaire qu'on n'avait pas forcément jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est plutôt un joli mariage qui est en train de s'opérer. Et du coup, Saranza a vocation à continuer à exister en tant que marque,
ou ça va devenir du monoprix-nonal.fr? Alors, il y a deux réponses à ça. Aujourd'hui, Sarenza continue d'opérer sous la marque Sarenza parce que Sarenza, de la même manière, a une notoriété de marque qui est forte et des clients qui aiment cette marque. Et donc, la décision qu'on a prise à aujourd'hui, c'est de continuer à opérer la marque Sarenza telle qu'elle existe, en ouvrant en revanche les métiers de Sarenza à des verticales plus larges au-delà de la chaussure, hein, donc notamment sur le textile. En revanche, nous avons créé en fait une forme d'entité en fait chez Monoprix qui s'appelle Monoprix Online, dans lequel on a fait un espèce de centre d'expertise partagée où on a mis ensemble en revanche l'ensemble des équipes digitales pour pouvoir bénéficier des savoir-faire des uns et des autres. Parce que là aussi, il y a pas mal d'exemples de tentatives de rapprochement ou de rapprochement entre un retailer physique et un pure player. Il y en a de très nombreux. Ça a commencé avec de la maison. Il y a eu Monsieur Bricolage, il y a eu Gamme Vert avec Planté Jardin, enfin, etc. La liste est très longue, sans parler d'Amazon et Whole Foods dans l'autre sens. Pour le moment, il y a plus, sinon d'échecs, en tout cas de mariage où on est resté côte à côte. On n'a pas vraiment réussi à faire des enfants ensemble ou à faire un alliage véritablement. C'est resté une alliance, c'est pas un alliage. Vous, l'idée, vous pensez, vous êtes optimiste sur le fait que vous allez réussir à en faire un alliage et à mélanger les cultures, les savoir-faire, les modèles? Nous, on est très optimistes par rapport à ça, tout simplement parce que je crois que c'est une histoire d'hommes. Et les hommes et les femmes qui se sont rencontrés entre Sarenza et Monoprix sont des gens qui culturellement se ressemblent et ont la même volonté que de construire ensemble. Donc moi, je suis très optimiste par rapport à ça. Et sur le plan culturel et de la capacité à travailler ensemble avec des modèles et des cultures différentes, même question entre la Redoute et Lafayette. Oui, alors le rapprochement entre Redoute et Galeries Lafayette, c'est avant tout une histoire de commerçants et une volonté d'écrire ensemble une nouvelle histoire, c'est-à-dire d'apporter des réponses pour mieux servir nos clients et d'inventer ensemble le commerce omnicanal de demain. Donc il y a cette vraie volonté commune qui a amené en fait à ce rapprochement, une évidence entre un retailer physique et un retailer digital, une évidence aussi en termes d'assortiment, puisqu'en fait on est sur le prêt-à-porter et sur la maison et la décoration, donc on propose une offre lifestyle et de même pour Galeries Lafayette. Après, nous, on est sur une offre plus accessible, mainstream, et en fait, Galeries Lafayette adresse le secteur mainstream jusqu'au luxe, aux Galeries Lafayette Haussmann. Donc, il y a une vraie capacité à servir l'ensemble en fait de nos clients. Je suis d'accord. Quand on dit on est complémentaire, oui. En fait, quand on dit complémentaire, ça veut dire qu'on est différent. Et quand on est différent, ça veut dire que c'est plus dur de travailler ensemble. Comment on fait pour qu'être complémentaire, ce soit un atout qui permette de mieux adresser le marché et pas une preuve de différence qui fait qu'on a du mal à trouver de la vraie synergie? Mais justement, le fait d'être complémentaire fait que ça enlève en fait les angoisses que les équipes pourraient avoir de se dire on fait la même chose et donc du coup en fait il y en a un de nous deux qui est en trop. Et là, le fait d'être complémentaire, c'est pour ça que je me permettais d'un peu d'élaborer, donne du sens à ce rapprochement et permet d'aller chercher en fait les synergies là où elles sont et là où elles sont intelligentes à les trouver, c'est-à-dire au niveau bien sûr de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on a ensemble, on est numéro 1 en valeur du marché français sur le prêt-à-porter. Qui est un marché qui est plutôt en difficulté depuis un certain nombre d'années. Donc le fait de s'associer, de consolider en fait nos volumes d'achat est une vraie force. Et par ailleurs, on est 2 maisons françaises, c'est 2 maisons en fait avec une tradition entrepreneuriale qui ont des valeurs très très proches, c'est-à-dire l'excellence, la créativité, l'innovation. Et le fait d'avoir des valeurs en fait communes nous permet de construire ensemble. L'idée, c'est pas d'aller en fait reproduire ce que nous on fait chez Galeries Lafayette ou que nous faire la même chose que Galeries Lafayette sur le physique. C'est vraiment d'inventer ensemble ce commerce qui est en train d'évoluer et de muter de manière très très rapide. Et donc on a ces compétences en interne et on est convaincu que en animant les équipes autour de cette vision, on va réussir à inventer ensemble le commerce omnicanal de demain. Alors, vous nous avez convaincus sur l'intérêt de ces alliances. Maintenant, on a une question avec Cédric, c'est de dire est-ce qu'elles vont être suffisantes pour faire face aux géants qui sont en face de vous, donc Amazon notamment. Alors, on parle beaucoup d'Amazon, mais Amazon, quand je l'ai appris hier, tu diras si je dis vrai, mais devrait être le numéro 1 de la mode et du textile cette année. Ils le sont déjà. Ils le sont déjà, d'accord. Okay. Bon, ils le sont déjà. Donc, alors qu'on les imaginait assez peu il y a même quelques années être bons dans ce métier-là.
Sur le online. Hein. Sur le online, oui, sur le online. On a également Alibaba qui soudainement a lancé un concept Emma Fresh en Chine. Donc un concept de gros supermarché qui ressemble étonnamment sur pas mal d'aspects à du Monoprix, peut-être encore plus expérientiel, et surtout il génère 50% à peu près du chiffre d'affaires du magasin sur le online, via le online, donc des commandes à distance ou des gens qui viennent dans le magasin qui se font livrer derrière. Et voilà, ce sont des géants qui font des dizaines, voire des centaines pour Amazon de milliards de chiffre d'affaires. Voilà. Est-ce que vous avez la taille critique pour affronter ces géants-là? Même si on reste sur la mode, on peut parler aussi d'Asos ou de Zalando qui sont aujourd'hui beaucoup plus petits que la Redoute en France, mais qui sont des géants mondiaux de la mode. On sait l'importance de la création permanente de nouveaux modèles qui coûtent aussi très cher si vous voulez avoir les meilleurs stylistes. Donc est-ce que, du coup, ma question c'est est-ce que vous avez demain la taille critique pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire et du coup les moyens aussi de vos ambitions? Oui, alors c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a lancé le plan de transformation avec les équipes, on s'est recentré sur 2 catégories qui sont le prêt-à-porter, la maison et la décoration, pour servir en fait la famille qui s'équipe, en fait, qui équipe la famille et qui équipe l'intérieur de la maison dans laquelle la famille habite. Donc ça, je pense que c'était un choix qui était absolument fondamental, c'est-à-dire de se spécialiser. Ensuite, on a fait le choix de garder nos marques propres et d'avoir en fait cet axe de différenciation et nos marques propres, vous ne les retrouverez jamais chez un Amazon, vous ne les retrouverez jamais autre part qu'à la Redoute. Et c'est ces marques propres qui aujourd'hui font notre différence et qui font aujourd'hui notre attractivité. Donc s'il y a un secteur dans lequel on investit, c'est bien sûr au point de vue technologique la data et les systèmes. Mais l'autre secteur dans lequel on investit massivement, c'est la créativité, c'est en fait notre capacité à développer et à concevoir des collections en propre et à faire la différence sur le marché. Et Florence, Monoprix, donc vous êtes archi-leader à Paris, mais tout le monde veut s'engouffrer dans l'Eldorado parisien, Leclerc qui ouvre un hyper Montparnasse dans quelques mois, Auchan qui se développe en proximité, etc. Donc on a l'impression que tout le monde va un peu aller bouffer sur vos plates-bandes, qui étaient plutôt assez bien protégées jusqu'à présent. Assez tranquille. Oui, c'est vrai qu'on est plus bataillé depuis quelques années, en tout cas dans nos zones de chalandise. Mais je rebondis, et je rejoins complètement ce que vous dites, Nathalie. La grande force de Monoprix, c'est sa différenciation. Et le grand combat de Monoprix tous les jours, c'est de rester différent. C'est-à-dire que finalement, nous, la victoire qu'on a tous les jours, c'est quand un client sort de chez nous, d'un de nos magasins, et qui se dit tout simplement, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil qu'ailleurs. Tant qu'on continue à avoir cette petite phrase dans la tête qui fera que le client reconnaît que Monoprix c'est pas complètement pareil qu'ailleurs, c'est juste effectivement différent, on continuera à gagner ce combat de la proximité. Et donc, est-ce qu'on a aujourd'hui la taille critique ? Oui, on a la taille critique aujourd'hui pour continuer à être le meilleur du commerce de proximité à Paris ou en tout cas dans les grandes villes. Et aujourd'hui, pour mémoire, mais je crois que tout le monde le sait, le schéma de Monoprix tel qu'il existe aujourd'hui est un schéma extrêmement rentable. Et donc, la taille critique de Monoprix, elle est là. On a pu avoir le sentiment, je fais le méchant flic dans la table ronde, Jérôme est gentil, moi je pose les questions. On a pu avoir le sentiment par moment à Paris sur les dernières années que Franprix a fait évoluer son parc de magasins et son modèle plus vite que Monoprix. Peut-être qu'il y avait plus de capex ou peut-être que, je ne sais pas quelle a été la raison. Mais en tout cas, ils ont upgradé le niveau des magasins de manière assez remarquable. C'est du très bon travail ce qu'ils ont fait. Monoprix a bien travaillé aussi, mais on a eu le sentiment que finalement, ça allait un peu moins vite. Et que du coup, ils n'ont pas comblé une partie du gap qu'il pouvait y avoir entre les deux enseignes, en tout cas sur l'alimentaire, bien entendu. Alors c'est vrai que Franprix a fait un boulot extraordinaire, honnêtement. On est cousins, hein, donc, et Régis nous rappelle très souvent qu'ils sont beaucoup plus rapides que nous. Ça c'est, voire tous les jours d'ailleurs. Pour autant, Franprix finalement est plus un concurrent pour nous de Monop que de Monoprix. Et la capacité à réinventer, je pense qu'ils partaient de plus loin aussi dans la réinvention de leur concept magasin et de leur modèle. Donc ils avaient peut-être une notion d'urgence qui était plus forte que la nôtre.
Aujourd'hui, les quelques dernières années se sont effectivement peut-être plus concentrées chez Monoprix dans l'innovation produit et l'innovation en matière justement d'expérience client et digitale que dans la rénovation complète de nos magasins. Après, je pense quand même à 2 exemples qui prouvent quand même de l'intérêt et de la volonté de Monoprix de bouger dans ce sens. Pour ceux qui ne l'auront pas encore visité, on vient d'ouvrir le nouveau concept des champs, qui est honnêtement juste absolument sublime, qui répond à aucune innovation digitale, si ce n'est celle pour le coup, du plaisir de l'expérience et de la balade pour le client dans un concept qui est absolument vraiment, vraiment superbe. Et un nouveau concept également et qui lui répond plutôt à un nouveau parcours beauté à République, où on a posé un nouveau concept beauté avec un concept de drugstore en fait, où on a revu le parcours client sur cette partie maquillage, beauté et parapharmacie. Donc aujourd'hui, Monoprix continue à réinventer des concepts, mais par petits bouts. On ne fait pas du tout la même taille. Franprix, ça fait entre 300 et 400 mètres carrés, quand un Monoprix fait plutôt 2000 mètres carrés en moyenne. Donc on n'a pas la même façon d'appréhender les rénovations. Mais c'est vrai qu'ils vont vite et honnêtement que le job qui est fait est sublime. Et donc ça pose la question de la rapidité des plans de transformation et de où vous en êtes dans les plans de transformation. On a le sentiment à la Redoute que vous aviez déjà bien monté l'escalier, enfin que le plan de transformation sur les premières étapes était déjà bien maîtrisé, bien abouti, et que l'alliance avec Lafayette, effectivement, c'est l'engagement d'un 2e cycle. C'est le 2e étage de la fusée, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est en fait, en gros, on avait écrit pour la Redoute une stratégie avec les équipes de 2018 à 2021 qui visait en fait à se développer à l'international, qui visait à se développer au travers en fait d'un réseau de showrooms connectés pour justement se rapprocher de nos clients et rendre la marque visible en fait dans la France entière et dans les pays européens dans lesquels on est présent. Et le fait est qu'on a eu cette rencontre avec Galeries Lafayette qui matchait complètement avec cette vision qu'on avait pour la Redoute et qui nous permettait d'accélérer. Et je pense que le maître mot, c'est vraiment l'accélération, c'est l'agilité. Aujourd'hui, il faut rester extrêmement ouvert, extrêmement agile, à l'affût finalement des nouvelles opportunités que la techno ou que en fait nous apporte. Et donc cette alliance nous permet d'aller plus vite et d'accélérer et de nous donner les moyens finalement d'envisager la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est d'abord la proximité, si on doit la caricaturer, parce que forcément quand on résume en une phrase en caricature, c'est se rapprocher du client, en particulier en devenant un modèle omnicanal. Oui, tout à fait. C'est d'être une plateforme en fait lifestyle, la plateforme lifestyle préférée des familles. Donc c'est très clairement en fait couvrir les besoins de la famille en termes de produits, d'offres de services, et d'avoir une plateforme en fait qui est à la fois digitale et physique, qui permettent d'adresser l'ensemble des besoins de ces familles. Donc encore du pain sur la planche. Tout à fait. Juste un petit commentaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à Florence et à Nathalie. On y répondra dans à peu près une dizaine de minutes. Donc c'est maintenant qu'il faut poser vos questions. Et peut-être qu'en régie, vous pouvez également réafficher toute la procédure pour pouvoir accéder à l'application. Merci. Et Monoprix, donc vous lancez beaucoup de chantiers de transformation au cours des 2-3 dernières années, là, depuis que la nouvelle équipe est née, Régis, Florence, etc., depuis que vous êtes arrivés, il y a énormément de nouvelles initiatives. Donc, vous estimez que vous en êtes où et que c'est plus récent ? Non, alors nous, on a effectivement un plan de transformation qui est bien en route, qui suit une bonne dynamique. Pour autant, nous, finalement, le frein qu'on peut se donner, c'est celui du client. On se rend compte quand même que on n'est pas la Chine, que les clients ne sont pas en attente d'une telle rapidité, et qu'on se met aussi à la vitesse de ce qui est capable de supporter un client. C'est-à-dire qu'on peut sortir des innovations peut-être encore plus vite, peut-être encore plus innovantes, simplement le marché n'est pas complètement toujours mature. Donc on essaye d'être les premiers sans être trop en avance. Après... C'est frappant d'entendre Monoprix, qui fait la moitié de son chiffre à Paris, dire ça. Parce qu'on a souvent cette vision un peu caricaturale que le client des grandes villes, le client parisien, le bobo, etc., probablement serait plus ouvert à l'innovation et un peu moins les gilets jaunes, sans vouloir faire de France d'en haut, France d'en bas.
Donc même à Paris, il y a une inertie de comportement qui est plus forte que ce qu'on pourrait imaginer. Qui est une inertie très je pense, qui est très européenne, très française, qui n'est pas une inertie, qui est simplement un besoin de changer, qui est moins urgent que dans des pays plus émergents comme la Chine, qui lui a un besoin urgent de se transformer. Nous, bien évidemment, que le commerce se transforme et que je pense qu'on fait partie de ces entreprises qui se transforment vite. Mais aujourd'hui, les clients ont besoin de s'approprier la transformation à leur rythme. Et on le voit bien, par exemple, dans toutes les solutions de paiement, ou en tout cas toutes les solutions de réduction de cet irritant qu'est le passage en caisse. Aujourd'hui, on se dit comment est-ce qu'on fait finalement pour que le client passe moins de temps à attendre en caisse. On remporte aujourd'hui un grand succès dans le lancement de Monopeasy. Monopeasy, c'est une solution de paiement où en fait vous passez plus en caisse justement, donc vous téléchargez une appli et puis vous scannez les produits, vous partez sans payer. On l'a déployé très vite là en 3 mois. Il nous a demandé une très forte pédagogie, d'abord de nos forces de vente, d'abord de nos magasins, mais également de nos clients. On voit bien que pourquoi ça fonctionne aujourd'hui, parce qu'on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans la capacité à tenir la main de nos clients pour leur faire passer doucement le pied à l'étrier de je vais vous aider pour la première fois, quoi. Et que voilà, c'est la transformation, elle se déclare pas, elle s'accompagne aussi. Et donc quand on a des sujets comme celui de Monopeasy, en fait, quand on développe des projets, on en élit quelques-uns parmi tous les projets et tous les POC qu'on lance, on en choisit 3-4 qui nous semblent vraiment être des leviers de croissance, et pour le coup, ceux-là, on les pousse, mais on les accompagne également beaucoup. Ça demande une forme d'accompagnement forte. Alors, moi, j'ai une dernière question, et puis après, on va passer aux questions de l'audience. Merci donc à la régie d'afficher déjà les questions qui ont pu être remontées. La question, c'est, voilà, on a eu une récente étude anglaise qui montrait en fait que les plans de transformation des retailers n'avaient pas créé de valeur, en tout cas pour l'actionnaire. Et il y avait un vrai point d'interrogation sur la capacité des plans de transformation à apporter de la rentabilité. Voilà. Donc ma question, c'est de dire, est-ce que c'est un mal nécessaire ? C'est-à-dire que si on ne le fait pas, on meurt de toutes les manières parce qu'on perd le client. Ou est-ce que vous voyez dans vos plans de transformation de vrais leviers de rentabilité, peut-être pas à court terme, mais à long terme ou moyen terme? Alors, je dirais pour la Redoute, c'était vital. C'est-à-dire que si on ne se transformait pas, si on restait sur le modèle en fait, du catalogue, on allait dans le mur, hein, c'est évident. C'est vrai que le retour sur investissement, parce que l'investissement nécessaire est massif, un nouvel entrepôt logistique, donc je parlais tout à l'heure, c'est 50 millions d'euros. Des nouveaux systèmes IT, c'est 30 millions d'euros à l'échelle de la Redoute. Donc ça demande en fait des investissements forts et on ne peut pas attendre un retour sur investissement dans l'année, dans les 2 ans, dans les 3 ans. C'est des retours investissements sur 4, 5, 6 ans. Donc il faut avoir des actionnaires en fait long terme qui ont une vision d'avenir et qui ont envie de finalement se positionner comme des actionnaires long terme. Donc c'est pour ça que faire une transformation comme on l'a fait avec un fonds, ça aurait été impossible. Et c'est pour ça que l'adossement en fait, avec les Galeries Lafayette fait sens, parce que c'est un actionnaire familial qui a une vision long terme et qui n'est pas sur un retour sur investissement à 1, 2, 3 ans. Et je pense que ça, c'est essentiel. C'est très frappant, je trouve, cette asymétrie de traitement du rapport à l'argent et au financement. Quand on donne de l'argent, quand on supporte les pertes d'exploitation et les investissements d'une start-up, d'un pure player, etc., on a l'impression qu'on investit pour l'avenir. Quand on finance les coûts d'un plan de transformation d'un retailer existant, on a l'impression que c'est un coût et pas forcément un investissement. Il y a un rapport au financement qui n'est pas du tout le même, et il a une capacité à lever de l'argent sur les marchés qui n'est pas du tout le même, effectivement. Oui, parce que d'abord, la transformation, c'est risqué. C'est-à-dire que vous pouvez, ou c'est estimé comme un risque plus important que celui finalement de créer de la croissance à tout va, mais en dépensant des millions d'euros. C'est moins sexy, parce que finalement transformer une vieille dame, vous nous avez un peu insulté tout à l'heure, mais bon, transformer une vieille dame, c'est pas super sexy. Au départ, quand on a repris avec Eric, quand on essayait de trouver des talents pour nous accompagner en fait dans cette transformation, ça n'a pas été évident. On a réussi à recruter, mais on a mis beaucoup plus de temps que, je pense, si on avait été Facebook, Google, Amazon ou en fait la start-up de demain. Et aujourd'hui,
Le fait est qu'on est encore là, qu'on fait de la croissance, qu'en fait on est en train de retrouver la rentabilité, qu'on a des plans d'avenir et qu'aujourd'hui on arrive à recruter et qu'on redevient en fait sexy à la fois, je dirais, au niveau des talents qu'on va pouvoir attirer, parce que ça c'est essentiel, et aussi au niveau, je dirais, des apporteurs de fonds et des donneurs de fonds qui voient le potentiel et la capacité finalement de développement de la Redoute aujourd'hui, qui arrive à se reprojeter en fait dans une histoire. Peut-être en 2 mots Monoprix, parce que c'est l'inverse. Société rentable avec un actionnaire qui a besoin du cash de Monoprix, donc qui n'est pas tellement prêt à accepter une baisse de rentabilité pour financer une transformation à marche forcée. En fait, la notion de ROI sur un plan de transformation, quel qu'il soit, je ne suis pas sûre que ça soit le meilleur indicateur. C'est-à-dire que le ROI se place sur un temps court, quand le plan de transformation, comme vous dites Nathalie, se place sur un temps long. Donc finalement, on ne l'apprécie pas au prisme d'un ROI. Donc oui, certes, et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, quand on fait partie d'un groupe, la transformation est à marche forcée et peut-être un peu plus difficile à vendre parce que tout simplement, comme vous dites, Monoprix est une entreprise très rentable et personne n'a envie d'entacher cette rentabilité sur du court terme. Néanmoins, on parle d'un plan de transformation qui a pour ambition de se dire exister ou ne plus exister. Donc exister implique un plan de transformation et implique de continuer à transformer nos modèles. Donc on n'a pas le choix. D'accord. Alors on a beaucoup de questions. Merci donc à la salle pour vos questions. Nathalie et Florence, vous voulez répondre à quelles questions? Là, je vous laisse les prendre au vol. Il y a tout en bas les dernières questions qui apparaissent, et sinon en haut les questions qui ont reçu le plus de votes du public. Alors moi je vais prendre la première puisqu'elle s'adresse à la Redoute. Pensez-vous avoir une image dynamique et innovante auprès des jeunes? Non, je ne pense pas qu'on ait encore réussi à faire le retournement en fait d'image. On a une image plus dynamique et plus moderne auprès déjà de nos clients, ce qui était important parce que finalement c'est les clients qui font le chiffre et qui font la rentabilité de l'entreprise. On travaille de manière importante en fait à retourner en fait dans le quotidien des familles. Et donc, j'espère à retrouver une image dynamique et innovante auprès des jeunes. Aujourd'hui, je pense que peu de personnes savent ce qu'on a fait, savent en fait la modernité des outils et des moyens qu'on utilise. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui j'interviens, pour vous parler de ce qui s'est passé à la Redoute et travailler sur cette image dynamique et innovante. Je vais prendre la deuxième question sur Google Home. Donc la première vente sur Google Home a-t-elle déjà eu lieu? Donc aujourd'hui, effectivement, Monoprix est présent sur Google Home depuis le début d'ailleurs, il y a environ 1 an, présent sur Alexa depuis cette semaine. Donc oui, aujourd'hui, il y a des ventes, mais si ce n'est qu'il y a des ruptures de tunnel en fait, entre le moment où je vous dis OK Google, mets-moi du beurre, et le moment où ça se met dans mon panier, il faut quand même que je retourne sur le site puisqu'aujourd'hui c'est pas complètement sans couture. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un levier de business extraordinaire là dans la seconde? Non. Est-ce que pour autant ça permet à Monoprix de 7000 pieds à l'étrier avant les autres, de croire fortement dans la voie et de se dire que demain on va continuer à aller plus loin et d'accompagner les opérateurs pour faire plus de choses? Oui. Donc on ne fait pas des milliers d'euros aujourd'hui. En revanche, il y a une logique expérientielle et on croit beaucoup dans la voie. C'est la même chose pour nous. On pense que oui, bon, aujourd'hui, il y a plus de 25% en fait, des recherches qui se font en fait, déjà par la voix. On pense que demain, en fait, une des facilités, une des révolutions en fait, du commerce sera que le commerce sera vocal. Et Google Home est un moyen finalement de rendre le commerce vocal. Donc nous, on pense que c'est vraiment clé et c'est un sujet sur lequel on investit. Aujourd'hui, on est présent sur Google Home, mais pas pour vendre. Parce qu'on pense que sur le prêt-à-porter et sur la maison, c'est pas forcément encore, il n'y a pas le niveau de maturité, tu en parlais tout à l'heure. Je pense que chaque innovation vient en son temps par secteur d'activité, mais c'est un sujet sur lequel on investit et qui demande à vraiment restructurer complètement différemment en fait, les bases de données. Parce que l'interaction en fait, vocale est différente de l'interaction que vous pouvez avoir en fait, sur un moteur de recherche sur le site web ou même sur le mobile. Donc ça demande une vraie révolution au sein de l'entreprise. Ça, c'est la prochaine révolution qu'on va vivre au sein de nos entreprises.
C'est-à-dire que l'interface structure complètement le PIM et la façon de travailler. Tout à fait. J'ai vu une question sur, mais je l'ai perdue. Sur les hyper. Ouais. Sinon, il y a des synergies entre Casino, Cdiscount et Monoprix. Alors, les synergies entre Casino, Cdiscount et Monoprix. Aujourd'hui, on fait effectivement partie du même groupe. On a un certain nombre de synergies sur la partie back-office, donc sur toute la partie, notamment sur la mutualisation des achats, sur un partage d'expérience assez fort avec les gens de chez Cdiscount qui nous aident et qui nous tendent la main en général sur leur savoir-faire digital sur lequel ils sont quand même très en avance. On a des discussions sur des sujets d'offres aussi. Donc on mutualise un certain nombre de sujets. En revanche, nous avons chacun des marques et nos fronts, qu'ils soient physiques ou digitaux, restent et sont des marques propres. Enfin, des marques Monoprix reste Monoprix et ne se marie pas frontalement face aux clients avec ni Casino ni Cdiscount. Très bien, peut-être une dernière question. Alors là, vous avez répondu aux 3 premières. L'avenir des acteurs historiques du prêt-à-porter, alors où les acteurs comme Amazon commencent à peser sur ce marché. Je pense qu'en fait, le marché du prêt-à-porter doit se réinventer. Aujourd'hui, il y a en fait une volonté, c'est pas une question d'Amazon ou de pas Amazon, en fait, il y a une volonté de consommer autrement et mieux en fait des jeunes générations. Et je pense que c'est un besoin parce que c'est une industrie qui s'est développée en se renouvelant fortement, mais en ayant en fait je dirais aussi des dommages collatéraux pour notre environnement. Donc je pense qu'avant tout qu'il y a déjà un besoin de réinventer la manière de faire du prêt-à-porter, la manière de raconter les histoires, et que c'est aussi un sujet qui va toucher Amazon. C'est pas un sujet d'acteur historique Amazon. Et ensuite, oui, il y a un aspect serviciel auquel Amazon répond aujourd'hui, auquel les acteurs traditionnels du prêt-à-porter sont confrontés de la même manière et doivent de la même manière se réinventer et apporter des solutions innovantes qui permettent en fait de faciliter l'achat et de rendre cet achat le plus évident et le plus fluide possible. Alors ça sera le mot de la fin. Je pense que vous pouvez applaudir Nathalie et Florence pour leur prestation ce matin. Merci pour vos questions. On se retrouve dans 15 minutes maximum à 11h10 donc pour la prochaine conférence qui aura lieu sur le thème le retail de demain sera-t-il piloté par les algorithmes. On aura également 4 conférenciers exceptionnels, à savoir Laurent Soli, le directeur général Europe du Sud de Facebook. On aura François Marical, le CDO de Cdiscount. On aura Luc Jensen, le CEO d'Ocado Software qui nous vient de Londres, et Jean-François Gomez, l'expert retail chez Microsoft. Merci, à tout de suite. Bonne pause.